Beaucoup de personnes pensent dans le monde orthodoxe que le communisme est un phénomène récent qui aurait débuté dans les années 20. Ses principales manifestations sont les prières communes avec les hétérodoxes, la reconnaissance des mystères de ces mêmes hétérodoxes, l'intercommunion avec ces hétérodoxes, les mariages mixtes, le fait de prendre comme parrain de baptême des hétérodoxes pour des enfants orthodoxes et inversement, et ainsi de suite. Cependant, de tels phénomènes peuvent être observés bien avant les années 20. C'est pour cela que nous posons la question du proto-œcuménisme. Y aurait-il eu, avant les années 20, une sorte d'œcuménisme? Il est difficile de répondre à cette question et dans cette vidéo et dans la ou les vidéos suivantes, nous nous bornerons à citer, à montrer quelques exemples et à formuler des hypothèses. Nous partons donc tout d'abord en Russie, mais également en France, pour parler de Louis XVI et du tsar Alexandre Ier. Comme vous le savez, dans la tradition orthodoxe, l'office de la panikide, qui est un office dit pour les défunts, est réservé aux défunts orthodoxes et aussi, semble-t-il, aux catéchumènes décédés. Témoin de cette pratique, nous pouvons citer saint Théodore le Studite, qui critiquait d'ailleurs la célébration de cet office pour les défunts, pour des personnes se disant orthodoxes, mais qui fréquentaient l'hérésie. Nous pouvons lire dans ces petites catéchèses, numéro 129, à ce sujet, nous subissons actuellement des critiques car nous avons interdit à un orthodoxe de mentionner dans l'office sacré des morts, selon la divine initiation, un individu qui se disait orthodoxe mais fréquentait continuellement l'hérésie. Mais puisqu'il est mort en fréquentant l'hérésie, comment est-il possible qu'un tel soit inséré dans la communion orthodoxe? Or, suite à la défaite de Napoléon, le 29 mars 1814, dans l'ancien style, donc le 10 avril dans le calendrier civil, une panikide fut célébrée sur l'actuelle place de la Concorde à Paris en mémoire du roi Louis XVI à la demande du tsar Alexandre Ier. On trouve quelques informations à ce sujet sur Internet, notamment dans un article russe dont vous trouverez le lien. La traduction est la suivante. Ceci fut fait sur ordre de l'empereur Alexandre Ier, qui est entré dans la capitale française après la défaite de Napoléon. Le 10 avril 1814, à Paris, sur le lieu d'exécution du roi Louis XVI, fut conduite une panikide orthodoxe. On a là donc une infraction à la tradition orthodoxe, assez étrange et on pourrait même dire assez particulière parce que Louis XVI est victime d'un régicide et Alexandre Ier accède au pouvoir en Russie à la suite d'un autre régicide, à savoir la mort de son père, le tsar Paul Ier, lors d'une révolution de palais. On ne sait pas exactement jusqu'à ce jour comment Paul Ier est mort. Était-ce un homicide involontaire? Il est tombé, il s'est cogné la tête, ou était-ce un homicide non involontaire? Ce qui est sûr, c'est que son fils ne semblait pas tellement étranger à ce coup d'État, parce qu'il n'a pas châtié les coupables, et la version officielle donnée à la mort du tsar Paul Ier, était qu'il était mort d'une cause naturelle. Donc, est-ce un exemple de proto-œcuménisme ou d'œcuménisme à cette époque? Difficile de répondre. Il faut souligner à ce sujet que la personnalité du tsar Alexandre Ier d'un point de vue spirituel était assez particulière. Il était orthodoxe de façon officielle, mais semblait être en recherche permanente, voire en instabilité permanente d'un point de vue spirituel, ce qui l'a amené à consulter notamment des piétistes protestants, Jung Stilling, et ainsi qu'une autre personnalité protestante spirituelle dont le nom m'échappe, mais que j'ajouterai en commentaire. Et ces personnes semblaient avoir une vision, elles, assez large de ce qu'était le christianisme. Mais à ma connaissance, d'après mes recherches très rapides, au moment de cette panikide, il ne les avait pas encore rencontrés ou il n'était pas forcément en contact avec eux. Donc très difficile de conclure. Nous continuons avec un exemple russe et anglais.
dans ce cas précis, pour parler des deux parrains orthodoxes du roi Édouard VIII. Le roi Édouard VIII vous est connu parce qu'il a eu un règne très court. Il a dû abdiquer pour pouvoir se marier avec sa maîtresse, une femme divorcée, Wallis Simpson, et il est donc l'oncle de la défunte reine Élisabeth II. Il a eu, lors de son baptême, qui a pris place le 16 juillet 1894, des parrains et marraines très prestigieux, notamment le roi Christian IX du Danemark, un roi allemand du Wunterberg, Guillaume, le prince de Galles, le futur Édouard VII. La liste est longue, mais ce qui surprend dans la liste, c'est que nous trouvons deux personnalités orthodoxes et deux Romanov. La première est la reine Olga de Grèce, qui était une Romanov, mariée au roi de Grèce. Pour ceux qui s'intéressent à Olga de Grèce, je vous invite à vous renseigner sur ce qu'on a appelé en Grèce la Bible d'Olga, qui était une traduction en grec moderne de la Bible, une traduction qui a causé un certain nombre de troubles. Donc, en plus d'Olga de Grèce, on trouve le futur Nicolas II de Russie, donc Saint Nicolas, qui à l'époque du baptême n'était que tsarevitch, donc que prince héritier. C'est donc là à nouveau une surprise, on pourrait dire, une infraction aux règles traditionnelles de ce que doit être un baptême d'un point de vue orthodoxe, et du fait qu'un orthodoxe ne puisse qu'être le parrain d'un enfant orthodoxe. Nous avons essayé de faire quelques recherches dans les archives des journaux de l'époque qui sont disponibles sur Internet, mais sans grand résultat. Notamment, nous voulions vérifier si l'ensemble de ces parrains et marraines avaient assisté physiquement au baptême, ou bien s'il s'agissait d'une sorte de parrainage à distance, une confirmation de la volonté d'être parrain par courrier. Donc aucune réponse à ces interrogations à ce stade. Voilà les deux exemples que nous avions en tête, que nous avons trouvés dans le cas russe. À ce stade, il faut être honnête, nous ne parvenons à aucune conclusion claire sur cette question du proto-œcuménisme. Nous évoquons juste ces cas à titre d'exemple pour qu'ils vous soient connus. Et après avoir parlé de ces cas russes, nous parlerons du cas du monde grec qui est beaucoup plus intéressant en nous appuyant sur les travaux de Kallistos Ware ou Timothée Ware. À une prochaine vidéo. Au revoir.